On va donner la parole à Morad Elatab, ministre des Affaires étrangères du Gouv. Alors, je vais te présenter rapidement. Diplômé de l'Académie des Arts et des Lettres, tu es géopolitologue, écrivain et consultant en ingénierie financière, en investissement stratégique et en intelligence économique. Tu interviens régulièrement dans des colloques internationaux sur les tensions géostratégiques et les relations interculturelles. Tu as écrit des essais, des romans, tu es lauréat de nombreux prix littéraires. Ton dernier livre en date est un essai particulièrement complet sur la Libye. On y apprend beaucoup de choses sur son histoire, ses tensions internes, sa destruction ces dernières années, tout ce qui s'est passé depuis. Tu défends la thèse du retour au pouvoir de la famille Kadhafi via le fils, Saïf al-Islam. Et ça s'appelle Un rêve d'avenir pour la Libye. Alors, pareil, on n'a plus beaucoup de temps, donc les gens iront lire ta feuille de route, mais peux-tu nous faire un point, s'il te plaît, sur la situation actuelle en Méditerranée? D'une part, le Liban, secoué par une crise énorme économique, Covid, l'explosion du port, et aussi la Turquie, au centre de toutes les attentions, qui joue un jeu dangereux actuellement, et qui arrive d'ailleurs à mettre des coins entre la France et l'Allemagne en matière de politique internationale. C'est à toi. Oui, alors d'abord, ce que je voulais dire en tout premier lieu, c'est que ce qui me motive dans cet engagement, c'est que la volonté du Gouv aussi, c'est de préférer l'intégrité et la transparence à la communication de l'autosatisfaction du gouvernement actuel, parce que ce que constatent les gens, c'est qu'ils font preuve d'aucun sens critique, ni de remise en cause, et pour cause, ils se basent sur des sondages qu'eux-mêmes ils financent. Bon. Et je tenais vraiment à le dire parce que je pense que si nous sommes encore en démocratie, le président actuel ne finira pas son mandat. Et peut-être que ce que nous sommes en train de faire est prémonitoire. Donc, effectivement, concernant les affaires étrangères, la ligne retenue, c'est effectivement le retour d'une diplomatie d'équilibre et de souveraineté pour la concorde des nations, qui a toujours été, comment dire, cette ligne générale, je pense qu'on va dire, gaullienne et souverainiste, parce qu'il nous fallait, c'était toujours la position de la France, promouvoir la concorde des nations et des coopérations stratégiques pour une diplomatie d'équilibre. Alors, c'est assez comique, entre guillemets, que tu commences par présenter cet ouvrage sur la Libye, puisque pas plus tard qu'avant-hier, Saïf al-Islam Kadhafi a pris un avion pour la Russie et il est actuellement à Moscou. Comme quoi, lorsqu'on fait de la géostratégie, et qu'on étudie vraiment ce qui se passe sur le terrain, il est facile de donner une vision, comment dire, une prospective réaliste. Et quand on s'écoute les uns et les autres, effectivement, chaque ministre ici présent, ce qui fait probablement notre force, c'est que, nous sommes à l'écoute, pas de l'opinion, mais du peuple, et puis deux, nous apportons, par rapport à chacun de nos propos, des faits établis par l'expérience historique, par l'expérience militaire, par l'expérience propre, je veux dire, au parcours de chacun, en termes d'expertise. Et ce qui est quand même incroyable, et c'est aujourd'hui, sur l'espace international, la voix de la France. Je parle au niveau du ministère des Affaires étrangères. Effectivement, nous ne pesons plus rien. Mais pourquoi nous ne pesons plus rien ? Je vais vous donner un exemple précis qui est de la Libye, et vous allez voir que c'est pareil pour la Syrie, c'est pareil pour le Liban. Récemment, l'ancien président de la République française, dont le surnom lui sied à ravir, Fraisse des Bois, ou Flamby, c'était les termes employés par son ancien ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a dit il faut absolument combattre le terrorisme, on sait duquel il parle, car il divise la société. Alors, ce qui est très intéressant dans le dossier libyen, pour parler de la France, il faut savoir que la France, pour assurer l'assassinat de Mouammar Kadhafi, a, dès 2011, financé, armé et parfois formé les djihadistes que l'opération Barkhane et Serval sont en train de combattre aujourd'hui dans la zone sahélienne. Et c'est quand même fort de café de la part de ces dirigeants. Il faut savoir qu'il a fallu attendre début 2015 pour que la France, je dis bien la France, ces gens ont fait le choix,
de rompre leurs relations avec les mouvements djihadistes pour s'orienter vers le général Haftar. Donc, vous comprenez aujourd'hui, par rapport à tous ces faux débats qui sont à la télévision, que nous avons affaire à des criminels, à des gens qui aujourd'hui, nos forces armées, sont en train de combattre des gens, que ce sont ces mêmes personnes-là en poste au pouvoir sous Nicolas Sarkozy, puis François Hollande jusqu'en 2015, qui les ont financés, armés, formés. Je tiens à rappeler quand même qu'on l'a payé très cher, parce que j'ai toujours, pour être un petit-fils d'anciens combattants français morts en 39-45, mes grands-oncles, décorés pour ça d'ailleurs, j'ai mal quand j'ai eu à découvrir, comme tous les initiés, que 3 agents de la DGSE française furent assassinés par ces mêmes djihadistes comme forme de vengeance pour le réunion de la France à leur côté. C'est pour ça que la politique étrangère, elle est extrêmement importante en termes de ligne directrice et de ce qu'on dit aux Français. On ne peut pas dire aux Français, eh bien, écoutez, on engage nos militaires, nos forces armées et notre parole sur des terrains d'opération, alors que dans le même temps, on a eu à financer et à aider les gens que nos soldats combattent. Ces gens-là devraient être traduits devant un tribunal militaire pour haute trahison. Pourquoi je rappelle ça? Parce que c'est l'actualité. La Libye, c'est aussi ça. Bon. Et puis, au final, comme en Syrie, on perdra tout. Hein, alors que la France, c'était quand même une voie importante, c'était une voie intelligente. Et il faut savoir que de tout temps, pendant très longtemps, tous les pays dans le monde rencontraient en général, de manière officieuse, l'ambassadeur français où qu'il était, puisque il maintenait une forme de tradition et il parlait avec tous les intervenants dans le pays. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est pour ça que notre ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, n'est même pas lu. Ces communiqués ne sont même pas lus. Alors, on va évoquer, c'est vrai, très brièvement, parce que il faut que la parole se soit partagée, sur le dossier turc. Il y a déjà eu une guerre en Europe, en 1974, entre la Grèce et la Turquie. Bon, l'Europe n'a pas explosé, hein, si mes souvenirs sont bons. C'est pour ça que je pense qu'au lieu de jouer le petit roitelet chef de guerre, parce que, encore une fois, nous sommes la seule armée engagée et la seule parole étrangère engagée aux côtés des Grecs, il aurait fallu, et ce sont des canaux officiels à travers l'OTAN, ou avec tout le monde sait que c'est les Américains qui régleront la solution à ce niveau-là, puisque la France, nous sommes absents. Il aurait fallu permettre des canaux de discussion entre, effectivement, les Turcs et les Grecs, puisque cette histoire de milliers d'îles aux abords des côtes turques est un non-sens géopolitique. C'est pas moi à qui on va faire un procès de favoritisme à la Turquie. Il suffit de lire ce que j'ai écrit encore récemment. Je me suis fortement toujours opposé à la politique turque en Libye. C'est de l'ingérence. Et c'est dommage pour la France, parce que vu notre historique avec les Italiens, on aurait pu faire davantage. Sur l'histoire de la basilique Sainte-Sophie, je me suis clairement opposé au choix de cette conversion en église, en mosquée, par le président turc. Mais par contre, quand le président turc fait preuve de souveraineté pour ne plus dépendre sur le plan de l'indépendance économique et géostratégique, où il pompe à 3 km de ses côtes, vous comprenez qu'il a une arme dans les mains, Erdogan, qui est la seule arme qui lui reste, c'est les flots de migrants. Et il y a toujours un moyen de négocier entre deux personnes qui ont deux armes, les Grecs qui, entre guillemets, possèdent cet espace maritime, et les Turcs qui possèdent, c'est-à-dire cette masse de migrants, et d'ailleurs ils ont à plusieurs reprises permis de traverser les frontières. Quel est le rôle réel de la France? À mon sens, le rôle réel de la France, c'était plutôt une voie de, entre guillemets, de pacification entre ces deux États qui sont déjà fait la guerre dès 1974. Le problème, c'est qu'on a choisi un chemin tout autre. On croyait qu'on allait être suivi. Eh bien, aucun État européen nous suit. Et puis au final, d'ailleurs Trump en a ironisé, il a fait savoir qu'un président lui avait téléphoné pour régler le problème turc. Et Trump a dit de manière ironique, il m'a téléphoné car c'est je suis la seule personne qui l'écoute. On a compris
il parlait d'Emmanuel Macron qui sollicitait dans ce sens et d'Erdogan en termes d'écoute. Je rappelle d'ailleurs que dans le livre de Bolton, la seule fois où il est fait vraiment référence au président Emmanuel Macron, c'est lorsque Bolton dit qu'il avait sollicité Trump dans le cadre d'un règlement d'une affaire qu'il fallait éventuellement en parler au président français. Il aurait été rapporté que à chaque fois qu'Emmanuel Macron touche quelque chose, ça se transforme en merde. Donc c'est pour vous dire, la réalité de notre positionnement à l'international et l'image qu'on donne, non seulement dans les couloirs, mais aujourd'hui, ça se voit, à la face du monde. Pareil pour le problème libanais. Pour la question libanaise, il est, arrivé à faire la leçon à un chef d'État souverain, qui plus est en plus, j'ai presque envie de dire, pro-français. Il ne faut pas oublier qu'il a été pendant très longtemps, Michel Aoun, recueilli par la France. Il s'est, suite à cette guerre inter-libanaise, réfugié à l'ambassade de France, accueilli en France, hébergé par les Français. Il est retourné au Liban, il a pu en devenir, par le jeu politique et des alliances, un président. Aller là-bas et même demander à son garde du corps de le faire s'éloigner pour la conférence de presse, ça a été excessivement mal perçu à l'échelle du monde. Et c'est quand même incroyable, c'est pas dans notre tradition. Je ne sais pas trop ce qui se passe avec cet actuel gouvernement et cette présidence. Encore une fois, le trop-plein de communication nous éloigne du réel et de la place de la France, de la place réelle de la France dans la diplomatie. Nous avons un rôle d'équilibre et de souveraineté pour la concorde des nations. Et à chaque fois qu'on s'est positionné dans ce sens, dans le cadre d'une diplomatie traditionnelle, on a toujours été très fort et ça nous a ouvert énormément de choses, aussi bien au niveau diplomatique, au niveau des marchés, au niveau, c'est important malgré tout, au niveau des politiques industrielles. On a souvent favorisé des entreprises françaises, des partenariats avec la France. Aujourd'hui, on arrive à ne rien vendre, ou trop peu. Je veux dire, là, on a vendu des avions d'occasion, on a vendu. On sait très bien qu'on ne sera jamais payé sur les derniers Rafales qu'on a fournis, ni même les frégates qu'on a vendues, qu'on aurait dû vendre aux Russes et qui ont fini en Égypte. Donc, j'ai envie de dire, la coopération internationale en France, c'est toujours un avenir réfléchi, apaisé. Il y a plusieurs principes qu'on peut mettre en œuvre. J'en ai régulièrement parlé avec notre ministre de la Défense et le ministre des Dom-Tom. Pour petite parenthèse, vous avez entièrement raison, cher ami, puisque on est jusqu'à aller supprimer France Ô, c'est pour dire l'importance qu'on accorde au Dom-Tom. Mais l'équilibre terre-mer, l'équilibre entre civilisations pour le co-développement, des coopérations internationales pour un avenir planifié, viable et apaisé, des partenariats collectifs pour le co-développement par zone concentrique. Bien sûr qu'on y a des avantages lorsque des gens y parlent français, et le facteur de la francophonie, c'est énorme, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui parlent français dans le monde. On oublie de le rappeler. Mais bizarrement, notre président de la République a appuyé la candidate rwandaise, somme toute brillante, mais il a juste oublié qu'elle était anglophone. Et le cinquième principe, c'est d'encourager les forces rationnelles qui vont avancer dans le domaine culturel, dans le domaine éducatif. Voilà pour ce que j'avais à dire, en substance. J'invite les gens à aller retrouver en détail des éléments sur le site du Gouv. Voilà. Est-ce que tu peux dire en 2 mots pourquoi tu pousses la famille Kadhafi? Ça peut surprendre les gens. Non, mais pourquoi tu penses que c'est la solution pour la Libye? Parce que ça peut surprendre les gens, mais pourquoi toi tu penses ça? D'abord, j'ai la chance, je dis bien que j'ai la chance, pour moi c'est une chance, c'est pas une malchance, d'avoir des liens privilégiés avec Saïf el-Islam Kadhafi, mais surtout un truc qui est hyper important et basique. La Libye, c'est des tribus. Donc celui qui sera le futur élu de la Libye, c'est celui qui rassemblera les tribus. C'est aussi simple que ça. Et depuis 2017, tous nos médias français, sauf les médias alternatifs, j'ai envie de dire, mais dans l'ensemble, à part quelques médias courageux qui dénotent, rappellent que Saïf el-Islam Kadhafi a été choisi dès 2017 par le Haut Conseil des tribus libyennes. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on est sans arrêt en train de négocier entre Haftar ou Sarraj. Alors ce qui est assez comique, Sarraj, qui va démissionner au mois d'octobre,
est un élu fantoche puisqu'il n'a jamais été élu, il a été imposé par les Nations Unies. Le seul parlement qui a été élu par le peuple libyen, c'est le parlement de Tobrouk, qui vient de démissionner il y a 5 jours. Et donc Haftar lui-même est complètement délégitimé parce que c'est un chef de guerre, ancien agent de la CIA, et qui a été mis en place après la chute de Kadhafi, qui essaye d'imposer son fils qui est actuellement formé aux Émirats. Mais la rationalité des vrais acteurs de terrain qui pensent en logique de souveraineté font qu'aujourd'hui, Dubaï, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Russie sont en train de comprendre que Haftar, un homme fatigué et vieillissant, qui avec tous les moyens qui lui ont été donnés n'a pas réussi à faire pencher la balance de son côté et de leur côté. Les Américains sont en train de revenir dans le jeu. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont poussé Sarraj, parce qu'il a permis un entrisme fort de la Turquie, qui a signé des partenariats, qui a pris des zones territoriales maritimes trop importantes. Pour l'Europe aussi, ça commence à déranger. Et c'est pour ça qu'au final, aujourd'hui, la seule solution viable, lorsqu'on fera voter le peuple libyen, c'est pas moi qui le dis, ça sera le retour, effectivement, de Saïf el-Islam Kadhafi. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup, Morad.